Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais en quelques mots, peut-être quelques phrases, marquer le cadre dans lequel s'inscrit l'action qui vous est proposée. Et je vais aborder l'article 8, les articles 8 bis notamment, mais aussi l'article 9, puisqu'il a été au cœur des débats et des interventions. Et je voudrais dire que j'ai été sensible à certaines interventions qui ont manifesté une certaine humilité, en quelque sorte, face aux réalités que nous avons à prendre en compte. Parce que moi, je regrette les propos excessifs de certains. Et Monsieur Robinet, s'il n'y a pas d'un côté les gentils qui veulent soigner et de l'autre les méchants qui veulent stigmatiser, je vais répondre précisément à la question que vous avez posée. J'ai aussi entendu beaucoup sur les bancs de l'opposition des déclarations qui sont totalement caricaturales, et vous le savez très bien. Parce que expliquer que la politique du gouvernement, c'est remettre en cause 30 ans de prévention contre les risques, que la politique du gouvernement, c'est supprimer les moyens qui sont attribués à la prévention, c'est au mieux de mauvaise foi et au pire totalement irresponsable. Et donc nous avons à faire en sorte d'avoir une politique qui réponde à la diversité des situations. Alors je voudrais répondre à des points précis. D'abord, et je ne m'y attarderai pas parce que franchement, c'est à peine la peine de s'y attarder, la position du gouvernement sur la légalisation ou la dépénalisation des drogues douces n'a jamais varié depuis 2012 et elle reste et elle est résolument opposée à tout laxisme, à toute ambiguïté et à toute dépénalisation en la matière. Donc ayons des débats de fond, mais n'ayons pas de faux débats, puisque jamais, et vous ne trouverez pas un propos dans ma bouche ou dans celle du gouvernement favorable à cette dépénalisation. Et pour autant, je ne me retrouve absolument pas dans le discours qui consiste à dire qu'il suffirait d'entrer dans le cannabis pour se retrouver ensuite dépendant des drogues dures. On sait bien que ce sont des mécanismes différents. Donc pas de faux débat sur ce point-là. Depuis 20 ans, notre pays a engagé de façon très forte, et notamment à l'initiative des associations de lutte contre le sida, que je veux saluer, et dont je veux saluer le rôle absolument exceptionnel face à l'épidémie de sida, et pour faire prendre conscience dans notre pays de l'exigence absolue de lutter contre la propagation des risques. Donc depuis 20 ans, nous avons engagé une politique qui, effectivement, a permis de réduire de manière significative la transmission des infections et qui a permis de réduire les risques. Aujourd'hui, nous avons des résultats que nombre de pays peuvent regarder avec envie, ça n'est pas le mot qui convient, mais avec intérêt, et dont ils peuvent s'inspirer. En 20 ans, nous sommes passés de 30% de contamination par le VIH chez les usagers de drogue à 10% aujourd'hui. Il n'y a plus que 1% de séropositivité VIH chez les usagers de drogue. Et nous avons aujourd'hui, malheureusement, 44% de personnes qui s'injectent des drogues, qui sont infectées par le VHC. Et le nombre de décès par overdose est voisin de 400 chaque année. C'est trop. Et donc, nous avons besoin d'approfondir la politique qui est la nôtre et de tenir résolument le cap qui a été fixé. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait à l'article 7, c'est ce que nous faisons à l'article 8 et aux articles qui suivent. Et nous avons besoin de nous demander comment nous pouvons apporter des réponses à celles et ceux qui restent totalement inatteignables par les autres politiques qui ont été mises en place. Je veux rappeler, s'il y en a qui de bonne foi pensent que nous remettons en cause les politiques de prévention, je veux rappeler que dans le budget de financement de la sécurité sociale, vous avez, peut-être pas vous, mesdames et messieurs de l'opposition, mais l'Assemblée nationale, enfin le Parlement a voté
un engagement de 388 millions d'euros sur les financements de la sécurité sociale en faveur des structures et des politiques d'addictologie. Nous avons par ailleurs des financements qui sont attribués par les agences régionales de santé à travers le fonds d'intervention régional, mais 388 millions pour 2015 financés par le budget de la sécurité sociale. On ne peut pas considérer qu'il y ait un renoncement aux politiques de prévention lorsque nous nous engageons de cette manière-là. On ne peut pas non plus considérer que dans cette loi, il y ait un renoncement, je le dis clairement, lorsque, à l'article précédent, nous avons permis de sécuriser la distribution de tests ou l'utilisation de tests de diagnostic rapide par les associations, lorsque nous facilitons la mise à disposition de l'ensemble des acteurs concernés de ces tests à diagnostic rapide et lorsque nous permettons la mise en place des autotests pour celles et ceux qui sont là encore réfractaires à toutes les structures telles qu'elles existent aujourd'hui. Et donc nous avons besoin, et c'est le sens de l'article 9, de nous adresser d'une manière que nous essayons la plus juste possible. Et moi je le dis avec une certaine humilité. Parce que je ne suis pas là à me glorifier de quoi que ce soit, Madame la députée. Je suis là à considérer qu'il y a 400 overdoses par an et que c'est trop. Je suis là à considérer que vous le vouliez ou pas, il y a des hommes et des femmes qui se droguent dans les jardins publics, qui se droguent dans les rues, qui se droguent dans les gares. Et que cela, on ne peut pas s'en satisfaire. Et que ça n'est pas en faisant tomber un voile noir sur cette réalité sociale qu'on fera en sorte que cette réalité sociale n'existera pas. Et donc la position du gouvernement, elle est seulement une position pragmatique, réaliste, de renforcement des actions en direction de celles et ceux que rien n'a permis de toucher, de celles qui sont à l'écart de tout. Et ces salles de réduction de consommation de risque à moindre risque, elles sont là précisément pour une population qui est une population très particulière, qui est une population très précarisée, une population parfois et souvent même sans abri, sans domicile fixe, et qui ne peut pas se retrouver dans les structures habituelles. Alors j'entends la question, pourquoi pas dans un hôpital? Parce que, bien sûr, nous nous sommes posés... Et je veux ajouter, pour qu'il y ait le sens de la mesure, que ces salles, le coût de ces salles est estimé à environ 800 000 € par an, si l'on prend la référence parisienne de l'expérimentation qui pourrait se mettre en place à Paris. 800 000 € par an, je viens de dire que nous consacrions 388 millions d'euros par an à la prévention et à la lutte contre les addictions. Donc il faut savoir raison garder et mesure garder lorsque l'on rapporte les uns aux autres. Alors pourquoi pas dans un hôpital? Et la question est légitime. Pourquoi pas dans un hôpital? Ce qui est absolument essentiel, c'est qu'on ne confonde pas les personnes qui vont dans ces salles avec des patients habituels. Et donc, hôpital, ce n'est pas le problème que ça soit ou pas dans un hôpital. Il faut en tout cas garantir l'accès autonome, indépendant à ces lieux, qu'il n'y ait pas de confusion possible et qu'il n'y ait pas non plus pour les personnes qui ont besoin d'être prises en charge le sentiment qu'on veut les tirer de force, en quelque sorte, vers une structure qui serait exclusivement sanitaire. L'enjeu, c'est un enjeu social, c'est un enjeu d'accompagnement. C'est aussi un enjeu de protection du personnel, disons-le clairement. Il faut que les personnes qui vont intervenir dans ces salles bénéficient de protections spécifiques puisqu'elles sont exposées à des situations particulières. Et donc c'est de cette manière-là que nous sommes amenés, que nous avons été amenés à proposer une expérimentation pour 6 ans maximum. Mais je vous le dis, mesdames et messieurs de l'opposition, il fut un temps où certains responsables de vos partis s'exprimaient en faveur de telles expérimentations et faisaient preuve de beaucoup plus d'ouverture que ce que vous exprimez aujourd'hui. Et vous pourrez vous rapporter à leurs déclarations aux uns et aux autres. Et ils sont très divers par leurs origines géographiques, par leurs origines politiques. Calme. Mais moi, je trouve que ce débat-là mérite mieux qu'un débat politicien. Et c'est cela que je veux dire. Ce débat mérite mieux qu'un débat politicien, parce qu'il s'agit de soutenir, il s'agit d'accompagner,
Il s'agit de soigner des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes, et c'est le sens de l'article 9 qui s'inscrit dans un cadre rénové, adapté aux réalités sociales d'aujourd'hui, de ce que rencontrent comme difficulté celles et ceux qui sont entrés dans ce que l'on peut appeler l'enfer de la dépendance. C'est un enfer de la dépendance et il faut les aider, si possible, à s'en sortir et en tout cas à rencontrer le moins de risques possible. C'est le sens de l'action portée par le gouvernement dans ce texte de loi. Merci Madame la Ministre. Nous avons donc terminé la discussion à l'article.